24 septembre 2019, 8 h du matin. Devant le magasin de Hénin-Beaumont, les rideaux métalliques restent obstinément baissés. Des dizaines d'employés en gilets jaunes et bleus bloquent leur entrée, les visages marqués par la colère et l'épuisement. Ce n'est pas une simple grève, c'est le cri d'agonie d'un géant. Quel géant? Il y a quelques décennies, ce nom résonnait dans tous les foyers du pays. Avec plus d'une centaine d'hypermarchés du bricolage, des milliards de francs de chiffre d'affaires et un slogan légendaire que chaque Français fredonnait. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Castorama n'était pas qu'un simple magasin. C'était le pèlerinage du week-end pour des millions de familles construisant leurs rêves. 30 ans plus tard, les rayons se vident. Les produits ne correspondent plus. Les fidèles clients fuient vers la concurrence, laissant derrière eux des allées désertes et des parkings balayés par le vent de l'indifférence. Comment le pionnier absolu qui a littéralement inventé la culture du bricolage en France a-t-il pu livrer sa propre couronne à son pire ennemi? Ce n'est pas seulement la faute d'Internet, ni d'une crise économique passagère. C'est l'histoire d'une fusion empoisonnée, d'une standardisation absurde imposée de l'étranger et d'un empire qui a oublié l'âme de ses propres clients. De l'entrepôt révolutionnaire d'Anglos à une marque dévorée par la froideur d'un groupe international, voici comment une icône française a perdu son identité, un rayon à la fois. La France de la fin des années 1960 est un pays en pleine métamorphose. Nous sommes à l'apogée des 30 Glorieuses, une ère de prospérité économique et d'optimisme sans précédent. À travers le pays, les villes s'étendent, les banlieues pavillonnaires fleurissent et une nouvelle classe moyenne accède massivement à la propriété. Avoir sa propre maison, son propre jardin, est devenu le rêve ultime et accessible de toute une génération. Mais derrière les façades flambant neuves se cache une réalité frustrante. L'entretien, l'aménagement et la réparation de ces foyers coûtent cher, très cher. À cette époque, le marché de l'amélioration de l'habitat est un véritable parcours du combattant. Si un propriétaire français souhaite refaire une pièce, poser du carrelage ou réparer une toiture, ses options sont drastiquement limitées. Soit il fait appel à des artisans professionnels, dont les tarifs sont souvent hors de portée pour les budgets des classes moyennes, soit il tente de le faire lui-même. Mais pour le bricoleur amateur de 1968, l'épreuve commence avant même le premier coup de marteau. Il faut se rendre dans de minuscules quincailleries de quartier pour acheter des clous au poids, chez le marchand de bois pour les planches, chez un droguiste pour la peinture, et dans une autre boutique spécialisée pour le papier peint. Les vendeurs sont souvent distants, les produits sont cachés derrière des comptoirs inaccessibles, et les horaires d'ouverture sont stricts. Le bricolage n'est pas encore un loisir dominical ou une fierté personnelle, c'est une corvée fragmentée, intimidante et réservée aux initiés. C'est dans ce paysage commercial figé qu'un homme va tout bouleverser. Christian Dubois, un entrepreneur visionnaire originaire du nord de la France, observe cette frustration grandissante. Il pressent qu'il manque un maillon essentiel dans la chaîne de la consommation française. Il comprend avant tout le monde que si on donne aux Français les bons outils, au bon endroit et au bon prix, ils ne se contenteront plus de réparer l'existant. Ils créeront, transformeront et personnaliseront leur espace. En 1969, Dubois prend un pari monumental. Dans la banlieue lilloise, à Anglos, il ouvre un concept totalement inédit pour l'époque. Il ne s'agit pas d'une boutique élégante de centre-ville, mais d'un entrepôt gigantesque et spartiate de 5000 mètres carrés. Son nom originel, Central Castor, directement inspiré par l'animal bâtisseur par excellence. Une réclamation juridique d'un concurrent l'obligera d'ailleurs très vite à ajouter un suffixe, donnant naissance au nom définitif, Castorama. L'impact est immédiat, sismique. Pour la toute première fois en France, tout ce qui concerne la maison est réuni sous un seul et même toit immense. L'électricité, la plomberie, la menuiserie, la décoration, la quincaillerie, tout est là, disposé en libre service. Les clients n'ont plus besoin de demander à un vendeur revêche de leur montrer un produit de loin. Les allées sentent le pain fraîchement coupé, le métal froid et la peinture neuve. Les acheteurs peuvent toucher les matériaux, peser les outils dans leurs mains, comparer les couleurs. Les allées sont larges, les chariots sont immenses et surtout, les prix sont affichés clairement, défiant toute concurrence. Mais le véritable coup de génie de Christian Dubois n'est pas seulement logistique. C'est un tour de force psychologique. Il doit convaincre une population habituée à s'en remettre aux professionnels qu'elle est tout à fait capable de scier, de percer, de peindre et de bâtir de ses propres mains.
Castorama ne vend pas simplement des perceuses et des planches de contreplaqué. L'enseigne vend de l'autonomie et de la fierté. Dubois instaure une véritable pédagogie du faire soi-même. Les rayons sont pensés de manière didactique. Le personnel en magasin n'est plus là pour garder la marchandise, mais pour conseiller, guider et rassurer l'amateur hésitant devant un sac de ciment. La tension des premiers mois est palpable. Les puristes, les quincailliers traditionnels et les artisans professionnels regardent d'un très mauvais œil cette grande surface qui menace leur monopole. Beaucoup prédisent un échec cuisant, affirmant que les Français n'ont ni le temps, ni les compétences, ni l'envie de rénover leur propre maison. Le bricolage de masse est une illusion, murmurent les sceptiques de la distribution. Pourtant, la réponse du public est foudroyante. Dès les premiers week-ends, le parking d'Anglos est totalement saturé. Des familles entières s'y rendent, comme on va à une sortie de loisirs. Les hommes, les femmes, les jeunes couples déambulent dans les rayons immenses, découvrant le pouvoir grisant de transformer leur lieu de vie. Le bricolage passe soudainement du statut de nécessité économique à celui de véritable passion nationale. Christian Dubois vient non seulement de créer le premier hypermarché du bricolage en France, mais il vient de donner naissance à une nouvelle culture populaire. Les fondations de l'Empire sont solidement coulées, et ce n'est que le tout début de la révolution Castorama. L'ascension est fulgurante. Dans les années 1970 et 1980, la formule magique de Christian Dubois se propage à travers l'Hexagone avec la vitesse d'un feu de forêt. Ce qui n'était qu'un entrepôt audacieux dans le Nord devient une véritable institution nationale. Castorama ne se contente pas d'ouvrir de nouveaux magasins. L'enseigne redessine la géographie commerciale de la France et change radicalement la façon dont les Français habitent dans leur maison. Aux abords des villes, dans ces nouvelles zones commerciales en pleine expansion, de vastes bâtiments aux couleurs bleues et jaunes sortent de terre. À l'intérieur, c'est l'abondance. Des dizaines de milliers de références, allant des outils de pointe aux matériaux de construction les plus lourds, sont exposés sous des plafonds immenses. Tout est pensé pour satisfaire aussi bien l'amateur du dimanche que le bricoleur averti. On y introduit des services totalement novateurs pour l'époque. La découpe de bois sur mesure, le mélange de peintures à la demande, des fiches conseils distribuées gratuitement. Castorama démocratise le savoir-faire. Mais le véritable triomphe de la marque dépasse largement le cadre de la logistique ou de la distribution. Il est profondément culturel. L'entreprise réussit l'exploit de s'imposer dans l'imaginaire collectif grâce à une communication redoutable. Un air entraînant, quelques mots simples, et voilà que naît l'un des slogans les plus célèbres de l'histoire publicitaire du pays. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Cette petite phrase devient un mantra, une promesse infaillible qui résonne dans les foyers. Elle incarne la certitude que peu importe la panne, peu importe l'ambition du projet, la solution se trouve forcément dans les allées de ces gigantesques magasins. Le week-end, le rituel est immuable pour une grande partie de la population. Le samedi matin, les familles s'entassent dans les voitures pour se rendre au Castorama le plus proche. Ce n'est plus une simple corvée d'achat, c'est une excursion dominicale, un moment de projection vers l'avenir. Les enfants courent entre les rayons de décoration pendant que les parents discutent de la future chambre du petit dernier. On compare les modèles de perceuses, on caresse le carrelage, on rêve de terrasses en bois pour les barbecues d'été et de cuisine sur mesure. Les magasins grouillent de vie. Les caisses enregistreuses ne cessent de sonner. Les employés, reconnaissables à leur célèbre gilet, ne sont pas perçus comme de simples manutentionnaires, mais comme des experts accessibles. Une véritable culture d'entreprise, familiale et chaleureuse, lie le personnel à la direction. On est fier de travailler pour Casto. À son apogée, les chiffres donnent le vertige. Castorama compte plus d'une centaine de points de vente titanesques, brassant des milliards de francs de chiffre d'affaires. L'entreprise a franchi les frontières, s'essayant même à l'international. Elle est devenue le leader incontesté et absolu du marché de l'amélioration de l'habitat en France. Les concurrents locaux sont pulvérisés ou contraints de s'adapter à ce nouveau standard de la grande distribution dicté par le géant d'Anglo. Rien ne semble pouvoir freiner cette locomotive. Pourtant, c'est précisément dans cette lumière aveuglante du succès que se cachent les premières zones d'ombre. Atteindre le sommet absolu est une chose. Y rester tout en gérant une croissance exponentielle en est une autre. La taille colossale de l'entreprise, ses marges très enviables et son monopole de fait sur le marché français attirent inévitablement les regards. Et pas n'importe quel regard. De l'autre côté de la Manche, le paysage de la vente au détail est dominé par des logiques bien différentes.
De puissants conglomérats internationaux, dotés d'appétits voraces et animés par la seule rentabilité financière, commencent à scruter avec beaucoup d'intérêt ce joyau de la distribution française. Pour ces acteurs étrangers, Castorama n'est pas une aventure humaine, ni le gardien d'une culture locale du bricolage. C'est une simple ligne de bilan, une formidable machine à générer du cash, et surtout, une cible de choix, une porte d'entrée incontournable pour dominer l'Europe continentale. Dans les coulisses feutrées des conseils d'administration, loin des rayons parfumés à la sueur de bois où les clients flânent le dimanche, des manœuvres d'une toute autre nature commencent à s'organiser. La domination de Castorama semble inébranlable, mais le vent est sur le point de tourner, apportant avec lui une ombre britannique qui va peu à peu étouffer la lumière. À l'aube des années 1990, Castorama est une forteresse que rien ne semble pouvoir ébranler. L'enseigne domine le marché français avec une aisance insolente. Pourtant, dans le monde impitoyable de la grande distribution, la stagnation est le premier symptôme du déclin. L'heure n'est plus seulement à la domination nationale. Le capitalisme mondialisé impose une nouvelle règle du jeu. Pour survivre et dicter sa loi face à l'émergence de concurrents toujours plus féroces, il faut devenir un géant de taille européenne, voire mondiale. Les dirigeants de Castorama, forts de leur hégémonie en France, nourrissent de grandes ambitions internationales. Ils ont déjà testé quelques implantations à l'étranger, en Italie et en Allemagne. Mais le rythme est trop lent. Pour accélérer, il faut des capitaux massifs et des synergies à grande échelle. C'est précisément à cet instant charnière qu'un acteur majeur fait son entrée en scène, changeant à jamais le destin de la marque Denglo. Cet acteur s'appelle Kingfisher. Basé à Londres, Kingfisher est un puissant conglomérat britannique de la vente au détail. Dans son vaste portefeuille, le groupe possède notamment B&Q, le leader absolu du bricolage au Royaume-Uni. Sur le papier, dans les luxueux bureaux des banques d'affaires, l'idée d'un rapprochement entre les deux géants ressemble à un coup de maître stratégique. Si Castorama et B&Q unissent leurs forces, ils donneront naissance au leader incontesté du bricolage en Europe, un mastodonte capable de peser face aux fournisseurs du monde entier et d'écraser toute concurrence continentale. En 1998, un accord historique est signé. C'est l'euphorie dans les milieux financiers. L'opération est présentée au public et aux employés comme un partenariat d'égal à égal, une alliance stratégique entre deux champions nationaux. Les dirigeants français, menés à l'époque par Jean-Hugues Loyer, successeur spirituel de Christian Dubois, sont convaincus d'avoir réalisé le coup du siècle. Ils croient fermement pouvoir conserver leur autonomie, leur culture et leur identité, tout en profitant de la force de frappe financière de Londres. Mais dans le monde des fusions-acquisitions, l'égalité est souvent un mirage. La réalité mathématique de l'accord de 1998 est beaucoup plus froide. Pour réaliser cette alliance, Kingfisher a pris une participation majoritaire de 54,6% dans le nouveau groupe formé avec Castorama. Les Français ont certes le contrôle opérationnel pour l'instant, mais le loup est officiellement entré dans la bergerie. Les clés du capital ont traversé la Manche. Très vite, l'illusion du partenariat idyllique se dissipe pour laisser place à un violent choc des cultures. C'est la confrontation brutale entre deux visions du commerce qui s'opposent en tout point. D'un côté, la culture Castorama. Elle est héritée de Christian Dubois, profondément ancrée dans les territoires français. C'est une culture de commerçants, presque paternaliste, où le directeur de magasin est un véritable patron local. Ce dernier possède une grande liberté pour adapter ses rayons, choisir ses fournisseurs régionaux et répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle. À Marseille, on ne vend pas exactement les mêmes produits qu'à Lille ou à Strasbourg. Le personnel est fidèle, formé, et l'entreprise valorise l'initiative humaine avant la froideur des chiffres. De l'autre côté, la culture Kingfisher. Imprégnée par la doctrine financière de la City de Londres, elle est centralisée, rigide et obsédée par la création de valeur à court terme pour les actionnaires. Chez les Britanniques, un magasin n'est qu'un maillon d'une chaîne logistique millimétrée. La philosophie est celle de la standardisation absolue. Pour faire des économies d'échelle, il faut acheter le même produit en millions d'exemplaires et le vendre de manière identique partout, que l'on soit à Manchester, à Paris ou à Varsovie. Les directeurs de magasins ne sont plus des entrepreneurs locaux, mais de simples exécutants chargés d'appliquer des directives dictées depuis un siège social lointain. Au tournant des années 2000,
La dissonance devient palpable dans les couloirs du siège à Anglo. Les réunions entre les équipes françaises et les émissaires britanniques se transforment en dialogue de sourds. Les cadres de Kingfisher, armés de tableurs financiers et d'indicateurs de performance, KPI, scrutent avec incompréhension le modèle français. Ils jugent l'autonomie des magasins Castorama inefficace. Ils considèrent le catalogue produit français, trop vaste et trop localisé, comme une aberration logistique. Pourquoi perdre de l'argent avec des fournisseurs régionaux quand on pourrait imposer des contrats d'approvisionnement globaux? La pression monte insidieusement. Ce qui avait été vendu comme une alliance bienveillante se transforme peu à peu en une tutelle étouffante. Les Britanniques exigent des marges plus élevées, une réduction des coûts opérationnels et une centralisation des achats. Les Français, eux, tentent de résister, défendant corps et âme l'ADN de leur entreprise et cette proximité client qui a fait leur succès depuis 1969. Mais la résistance est futile lorsque l'on ne possède plus le contrôle de son propre capital. L'ombre britannique, d'abord discrète, s'étend désormais sur chaque décision stratégique de Castorama. La méfiance s'installe. Les dirigeants français comprennent, un peu trop tard, que Kingfisher n'a jamais eu l'intention de partager le pouvoir. L'accord de 1998 n'était pas un mariage. C'était la première phase d'une digestion lente et méticuleuse. Le piège financier est en place et l'assaut final n'est plus qu'une question de temps. L'année 2002 marque le point de non-retour. Ce qui avait commencé comme un partenariat inconfortable se transforme en une véritable guerre de tranchées financières. Kingfisher, insatisfait de la rentabilité de sa branche française et agacé par la résistance obstinée des dirigeants historiques, décide qu'il est temps d'en finir avec les compromis. L'heure de l'assimilation totale a sonné. À Londres, le conseil d'administration de Kingfisher lance une OPA, offre publique d'achat, hostile sur les 45,4% du capital de Castorama qu'il ne détient pas encore. C'est un coup de tonnerre dans le paysage économique français. Les dirigeants de Castorama, Jean-Hugues Loyez en tête, tentent désespérément de repousser l'assaut. Ils dénoncent une manœuvre brutale, cherchent des chevaliers blancs, font appel au patriotisme économique, mais les lois du marché sont implacables. La puissance financière de la City écrase la résistance nordiste. En septembre 2002, Kingfisher réussit son OPA et s'empare du contrôle total de l'entreprise. La victoire britannique ne se limite pas à une simple ligne sur un registre d'actionnaires. C'est une véritable purge au sommet. Dès la prise de contrôle, les têtes tombent. Jean-Hugues Loyer et l'ensemble de l'équipe dirigeante française sont poussés vers la sortie. Avec eux, c'est l'héritage direct de Christian Dubois, le fondateur visionnaire, qui est définitivement balayé. Castorama n'est plus une entreprise française fière de ses racines. Elle devient une simple filiale étrangère, une business unit censée cracher des dividendes pour satisfaire les marchés londoniens. La perte d'identité est foudroyante. Le siège historique d'Anglome, autrefois centre névralgique bouillonnant d'idées et d'innovation, perd tout son pouvoir décisionnel. Désormais, les grandes orientations stratégiques ne sont plus dictées par des hommes et des femmes qui connaissent intimement le client français, mais par des financiers en costume cravate, analysant des tableaux Excel depuis leur bureau vitré outre-Manche. Ce changement brutal de gouvernance se répercute en cascade jusque dans les allées des magasins. Pour les milliers d'employés aux gilets emblématiques, le choc est terrible. La culture d'entreprise, autrefois familiale, chaleureuse et basée sur la confiance, laisse place à une bureaucratie froide et déshumanisée. Les directeurs de magasins, jadis véritables patrons locaux et entrepreneurs dans l'âme, sont rétrogradés au rang de simples exécutants. On leur retire brutalement leurs prérogatives, leur liberté d'achat, leur capacité à adapter leurs rayons à la clientèle de leur région. Un nouveau vocabulaire, anglo-saxon et technocratique, envahit les réunions matinales. On ne parle plus de satisfaction client ou de sourire à la caisse, mais de KPI, de Supply Chain Optimization et de cost-cutting. La standardisation devient la religion absolue. Kingfisher veut des magasins clonés, identiques du nord au sud de la France, fonctionnant sur des procédures rigides. L'objectif est d'éliminer toute spécificité locale pour réduire les coûts logistiques à l'échelle du groupe. Des gammes entières de produits régionaux disparaissent du jour au lendemain, balayées par des contrats d'exclusivité mondiaux. Le petit fournisseur de bois du Jura ou le fabricant de carrelage provençal sont évincés au profit de méga-fournisseurs lointains, capables de livrer des volumes continentaux à bas prix.
Le bricoleur français, qui attachait une importance particulière à la qualité et aux spécificités de son habitat, une toiture en ardoise en Bretagne ne réclame pas les mêmes outils qu'une toiture en tuiles romanes dans le sud, se retrouve face à des produits uniformisés, lisses, sans caractère. Le magasin magique de Dubois devient une usine de distribution silencieuse. Pire encore, les Britanniques imposent leur propre méthode de management, caractérisée par un contrôle pointilleux et une pression constante sur la rentabilité immédiate. Le personnel, habitué à une forte autonomie et à un dialogue social constructif, se sent trahi, méprisé, considéré comme de simples pions sur un échiquier financier. Le malaise grandit, la motivation s'effondre. Le fameux esprit Casto, qui faisait la force et la fierté de l'enseigne auprès de la classe ouvrière et moyenne, commence à se désagréger de l'intérieur. Cette dérive bureaucratique et financière ne tarde pas à avoir un impact désastreux sur l'expérience client. Bien qu'ils ne soient pas au courant des luttes de pouvoir en coulisses, les acheteurs ressentent intuitivement que quelque chose a profondément changé. L'atmosphère dans les magasins s'est refroidie. Les vendeurs sont moins disponibles, stressés par des objectifs chiffrés inatteignables. La promesse historique « Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut » commence à sonner douloureusement creux. Les clients de longue date, ceux qui venaient passer leur samedi matin en famille dans les allées animées, se heurtent à une standardisation sans âme. Castorama a vendu son essence pour des marges bénéficiaires, oubliant que dans le commerce de détail, le lien affectif avec le consommateur est souvent le rempart le plus solide contre les crises. En voulant imposer sa logique financière londonienne et gommer l'identité française de sa nouvelle acquisition, Kingfisher vient de commettre une erreur stratégique monumentale. L'entreprise britannique a délibérément affaibli les défenses immunitaires de Castorama, laissant le flanc totalement découvert. Car pendant que le géant d'Anglo se débat dans ses contradictions internes, mutilé par une fusion mal digérée, un autre acteur observe la scène avec une attention redoutable. Un ennemi patient, incroyablement organisé et surtout profondément enraciné dans la culture française, se prépare à lui porter le coup de grâce. Dans l'univers impitoyable de la grande distribution, la nature a une sainte horreur du vide. Lorsqu'un leader trébuche, obnubilé par ses propres querelles intestines et ses restructurations financières, il laisse inévitablement la porte grande ouverte à ses concurrents. Et pendant que Castorama se débat dans les affres de son assimilation britannique, une autre enseigne observe, apprend et tisse patiemment sa toile. Cet ennemi ne vient pas de l'étranger. L'ironie cruelle de cette histoire, c'est qu'il est né sur les mêmes terres que Castorama, dans le nord de la France. Son nom, Leroy Merlin. Appartenant à la galaxie de la puissante association familiale Mullier, un empire du commerce français qui détient également Auchan et Decathlon, Leroy Merlin a longtemps joué le rôle de l'éternel second. Pendant les années de gloire de Christian Dubois, l'enseigne au triangle vert regardait le géant bleu et jaune dominer le marché avec une avance qui semblait irrattrapable. Mais la famille Mullier possède une arme secrète que les actionnaires de la City de Londres ignorent souvent, la patience stratégique. Chez les Mullier, on ne réfléchit pas en trimestre financier, on réfléchit en génération. Au début des années 2000, alors que Kingfisher impose ses coupes de budgétaires et sa standardisation à froid chez Castorama, la direction de Leroy Merlin prend le chemin exactement inverse. Ils comprennent que le marché du bricolage est en train de muter profondément. Le consommateur français ne se contente plus d'acheter des vis, des planches brutes ou du ciment pour réparer une fuite. Il veut désormais embellir, décorer, concevoir. Le bricolage utilitaire cède la place à l'aménagement d'intérieur et au design. Forte de ce constat, Leroy Merlin opère une transformation spectaculaire de ses magasins. L'enseigne investit massivement dans ce que les anglo-saxons appellent l'expérience client, une notion que Castorama est justement en train de sacrifier sur l'autel de la rentabilité à court terme. Chez Leroy Merlin, les allées s'élargissent et s'illuminent. Au lieu d'aligner des cartons sur des racks métalliques industriels, on construit de véritables showrooms. Les clients peuvent se promener dans des salles de bain reconstituées, toucher les matériaux de cuisine ultra-modernes, visualiser l'éclairage de leur futur salon. Le contraste sensoriel et psychologique entre les deux enseignes devient flagrant. Entrer dans un Castorama des années 2000 commence à ressembler à une visite dans un entrepôt logistique terne et sans âme, où le personnel, sous pression constante, se fait rare. À l'inverse, entrer dans un Leroy Merlin devient une véritable promenade d'inspiration. Le personnel y est omniprésent, formé et surtout disponible.
L'enseigne verte multiplie les ateliers de bricolage en magasin, créant de véritables communautés locales. Il recrute des conseillers capables de dessiner des plans 3D pour les projets complexes des clients. Pendant que les directeurs de Castorama perdent leur temps à remplir des reportings destinés au siège londonien de Kingfisher, les directeurs de Leroy Merlin ont les mains libres pour arpenter leurs rayons, discuter avec les artisans locaux et adapter leur stock aux tendances régionales. Cette proximité qui fut jadis la marque de fabrique de Castorama a subtilement changé de camp. La migration des consommateurs se fait d'abord à bas bruit. C'est un glissement silencieux mais inexorable. Le client français, fidèle par habitude, commence à ressentir une légère frustration chez Casto. Il ne trouve plus sa marque de peinture préférée, remplacée par une marque distributeur britannique imposée par le groupe. Il cherche un vendeur au rayon plomberie et ne trouve qu'une allée déserte. Un samedi matin, frustré, il décide de tester le nouveau Leroy Merlin qui vient d'ouvrir dans la zone commerciale voisine. Il y est accueilli avec le sourire, trouve immédiatement son produit, flâne dans le rayon décoration et repart avec des idées plein la tête. Le week-end suivant, il ne retournera pas chez Castorama. Dans les bureaux de Kingfisher, aveuglés par des tableaux de bord financiers qui cachent la réalité du terrain, on tarde à mesurer l'ampleur de l'hémorragie. Les dirigeants londoniens mettent dans la baisse de fréquentation sur le compte de la conjoncture économique ou de la météo. Mais la vérité est bien plus cruelle. Ils sont en train de se faire siphonner leur clientèle historique par un concurrent qui a su rester profondément connecté à la culture française de l'habitat. Le point de bascule psychologique et comptable survient à l'aube des années 2010. Les courbes se croisent enfin. Leroy Merlin, grâce à sa stratégie d'investissement continu, d'innovation en magasin et de respect du client, détrône officiellement Castorama pour devenir le leader incontesté du bricolage en France. Pour les employés historiques de Castorama, ceux qui arborent le gilet de l'entreprise depuis des décennies, le choc est immense. Voir la couronne, bâtie à la sueur de leur front, passer sur la tête du rival de toujours est une humiliation difficile à digérer. Le malaise interne s'aggrave. Face à ce désastre stratégique, on pourrait s'attendre à ce que le groupe Kingfisher fasse son autocritique, qu'il redonne de l'autonomie à sa filiale française et qu'il réinvestisse dans la relation client. Mais dans la logique implacable de la standardisation d'entreprise, admettre une erreur culturelle est inenvisageable. Au lieu de reculer, Londres va choisir la fuite en avant. Pour contrer la suprématie de Leroy Merlin, la direction britannique va accoucher d'une idée censée révolutionner le groupe et sauver les marges. Une idée qui, en réalité, se révélera être l'une des erreurs industrielles les plus catastrophiques de l'histoire du commerce européen. L'année 2015 marque le début de ce qui restera dans les annales du commerce européen comme l'un des plus grands désastres stratégiques de la décennie. Face à la montée irrésistible de Leroy Merlin et à la stagnation de ses propres marges, le groupe Kingfisher panique. Au siège londonien, les actionnaires exigent une réaction forte, une révolution interne capable de restaurer la rentabilité et de justifier l'existence même de cet immense conglomérat étalé sur plusieurs pays. C'est dans ce climat de tension financière qu'une nouvelle directrice générale, Véronique Laurie, prend les rênes du groupe. Elle arrive avec une vision radicale, un projet titanesque baptisé le plan One Kingfisher. Sur le papier, dans l'environnement stérile des salles de conseil d'administration, l'idée semble relever du génie comptable. Laurie constate que les différentes enseignes du groupe à travers l'Europe, B&Q au Royaume-Uni, Castorama et Brico Dépôt en France, ou encore d'autres filiales en Pologne, achètent et vendent des dizaines de milliers d'articles totalement différents. Le plan One repose sur une prémisse simple, presque brutale. Pourquoi laisser Castorama acheter des vis, des portes ou des lavabos spécifiques à des fournisseurs français quand le groupe pourrait acheter un seul modèle de vis, une seule porte et un seul lavabo pour toute l'Europe? L'objectif est pharaonique, unifier 80% des gammes de produits à travers toutes les enseignes du groupe, réduire le nombre de fournisseurs locaux de près de 75% et centraliser l'intégralité des achats au niveau européen pour obtenir des prix cassés sur des volumes colossaux. C'est l'ultime fantasme de la standardisation poussée à son paroxysme. Pour couronner le tout, Kingfisher décide de fusionner les systèmes informatiques et logistiques de toutes ses filiales. On promet aux actionnaires des centaines de millions de livres sterling d'économies annuelles. Le groupe ne veut plus être une somme de commerçants locaux. Il veut devenir une machine logistique mondiale
calqué sur le modèle impitoyable d'Amazon ou d'IKEA. Mais la direction commet l'erreur fatale de confondre un meuble en kit avec des matériaux de construction. L'habitat n'est pas un concept abstrait et universel. Il est profondément ancré dans des normes géographiques, des traditions culturelles et des régulations techniques locales. En imposant une standardisation aveugle, Kingfisher s'apprête à déclarer la guerre aux spécificités mêmes des maisons de ses clients. Dès le lancement du plan, le choc opérationnel est violent. Au siège français, les acheteurs historiques de Castorama, ceux qui connaissent les goûts et les besoins des bricoleurs de l'Hexagone, sont dessaisis de leurs prérogatives. Des contrats de plusieurs décennies avec des PME françaises sont déchirés du jour au lendemain. Désormais, c'est une centrale d'achat internationale qui décide de ce qui atterrira sur les étagères d'un magasin à Bordeaux ou à Strasbourg. Les directeurs de magasins assistent, impuissants, à la destruction de leur catalogue. La déconnexion entre le sommet de la pyramide et la réalité du terrain est totale. Le compte à rebours vers le chaos est lancé. Lorsque les premiers produits du plan One arrivent dans les magasins Castorama français en 2017 et 2018, la théorie financière se heurte violemment à la réalité physique. C'est un désastre absolu, à la fois logistique, technique et humain. D'abord, la refonte simultanée des systèmes informatiques et de la chaîne d'approvisionnement provoque une paralysie inédite. Les entrepôts sont saturés de produits qui ne trouvent pas leur destination, tandis que les magasins se vident. Des rayons entiers, autrefois symboles de l'abondance de Castorama, restent désespérément nus pendant des semaines. Les clients errent dans des allées où les panneaux, en rupture de stock, se multiplient comme une épidémie. Mais le pire n'est pas l'absence de produits, c'est la nature même des produits qui finissent par arriver. La centralisation européenne a accouché de décisions aberrantes. Pour réaliser des économies, le groupe a imposé des standards anglo-saxons au marché français. Les bricoleurs français, abasourdis, découvrent soudain que la plomberie vendue chez Castorama ne correspond plus aux normes de leur pays. Les diamètres des tuyaux d'évacuation, les filetages des robinets, les raccords de plomberie, rien ne s'adapte. Un client achetant un lavabo flambant neuf se rend compte, une fois rentré chez lui, qu'il lui est impossible de le raccorder à son installation sans acheter des adaptateurs introuvables. Le matériel électrique subit le même sort. Les boîtes d'encastrement pour les prises de courant, conçues pour les cloisons britanniques, ne rentrent pas dans les murs français. Les radiateurs sont livrés avec des fixations inadaptées. L'absurdité touche même l'esthétique. Les peintures et les papiers peints sont sélectionnés pour plaire aux consommateurs moyens européens, lissant toute notion de goût. Les couleurs froides prisées à Londres viennent remplacer les teintes chaleureuses demandées dans le sud de la France. Le catalogue perd instantanément son âme. Dans les magasins, c'est l'hécatombe. Le personnel en gilet bleu et jaune est en première ligne, face à une clientèle d'abord perplexe, puis furieuse. Les employés, épuisés, passent leur journée à gérer des retours de marchandises de clients qui hurlent que rien ne s'emboîte. Ils doivent s'excuser pour des rayons vides qu'ils n'ont plus le pouvoir de réapprovisionner. Le sentiment d'impuissance détruit le moral des équipes. Le savoir-faire des conseillers de vente est réduit à néant, puisqu'ils doivent défendre des produits standardisés auxquels ils ne croient pas eux-mêmes. Face à cette expérience client calamiteuse, la sanction est immédiate et sans appel. Le bricoleur français ne pardonne pas de perdre son week-end à cause d'un tuyau qui fuit. Le bouche à oreille devient désastreux. Pourquoi lutter avec des produits inadaptés chez Castorama quand il suffit de traverser la rue pour trouver exactement ce qu'il faut chez Leroy Merlin? L'exode s'accélère massivement. Les clients fuient en masse vers l'enseigne au triangle vert, qui, elle, a intelligemment conservé son ancrage local, ses fournisseurs régionaux et le respect absolu des normes françaises. Le plan One, censé sauver Kingfisher, agit comme un poison violent. En l'espace de quelques années, la standardisation extrême a fait perdre à Castorama des parts de marché colossales, détruit la confiance de sa clientèle historique et brisé la fierté de ses employés. La chute, désormais, n'est plus une menace lointaine. Elle est là, visible dans chaque rayon déserté. En 2018 et 2019, la crise chez Castorama dépasse le simple stade de l'erreur commerciale pour se transformer en une véritable tragédie humaine. Dans les couloirs glacés du siège londonien de Kingfisher, le plan One est encore défendu par des graphiques
et des projections financières à long terme. Mais sur le terrain, dans les magasins à travers toute la France, la réalité est celle d'un champ de bataille où les premières victimes sont les employés de l'enseigne. Pendant des décennies, porter le célèbre gilet de Castorama était un motif de fierté. Le personnel n'était pas composé de simples manutentionnaires, mais de conseillers passionnés, souvent d'anciens artisans ou des bricoleurs chevronnés, qui aimaient transmettre leur savoir. Ils connaissaient leurs clients réguliers par leur prénom. Ils connaissaient l'histoire des maisons de leur quartier. Mais la standardisation extrême imposée par la direction britannique a brutalement transformé ces fiers conseillers en boucliers humains. Chaque jour, ce sont eux qui doivent affronter la frustration, l'incompréhension, puis la colère pure et simple des clients. Ce sont eux qui doivent expliquer pourquoi la peinture habituelle n'existe plus, pourquoi les raccords de plomberie britanniques fuient sur les installations françaises, et pourquoi les délais de livraison pour de simples portes s'étirent sur des mois entiers en raison d'une chaîne logistique centralisée totalement engorgée. L'épuisement psychologique s'installe. Les vendeurs passent plus de temps à s'excuser pour des rayons vides et des produits inadaptés qu'à conseiller sur des projets d'aménagement. Le malaise interne devient insoutenable. La culture d'entreprise, jadis familiale et chaleureuse, héritée de Christian Dubois, s'effondre sous le poids d'un management devenu purement technocratique. Les directeurs de magasins, autrefois de véritables capitaines de navires, sont eux-mêmes sous une pression suffocante, sommés par le siège de justifier la baisse dramatique des ventes, tout en se voyant refuser le droit de commander les produits que réclament leurs clients. La dissonance entre les ordres venus d'en haut et la réalité du terrain crée un climat de désespoir. Puis ce qui devait arriver arriva. La tristesse se mue en colère. La soupape de sécurité explose. Dès le début de l'année 2019, les premiers débrayages éclatent. Ce ne sont pas de simples revendications salariales de routine. C'est un véritable cri d'alarme pour la survie de leur outil de travail. À Hénin-Beaumont, à Englos, le berceau historique, à Marseille, à Lyon, les scènes se répètent. Les grilles des immenses parkings sont cadenassées par le personnel. Des palettes de bois s'enflamment devant les entrées principales, dégageant une épaisse fumée noire qui vient ternir les façades bleues et jaunes. Des piquets de grève s'organisent dans le froid matinal. Les images diffusées par les journaux télévisés nationaux sont un désastre pour l'image de la marque. Les Français découvrent des employés en larmes, des vétérans ayant 30 ans de maison, dénonçant face caméra la destruction méthodique de leur entreprise. Ils parlent de perte de sens, de mépris de la direction et d'un abandon total de la clientèle. L'empathie du public est immédiate, mais elle se double d'un constat amer. Si même les employés historiques ne croient plus en Castorama, pourquoi les clients y retourneraient-ils? Pendant que les parkings s'embrasent, les chiffres de vente s'enfoncent dans les abysses. Les bilans financiers trimestriels de la branche française de Kingfisher deviennent catastrophiques. Les parts de marché fondent à une vitesse vertigineuse, siphonnées avec une facilité déconcertante par le grand rival Leroy Merlin, qui, fort de sa stratégie centrée sur l'adaptation locale et le service client, affiche des taux de croissance insolents. La chute de Castorama est désormais un fait comptable incontestable. Le chiffre d'affaires recule inexorablement d'année en année. Les marges que le plan One était censé faire exploser se désintègrent sous le poids de la désertion des consommateurs et du chaos logistique. La direction de Kingfisher, acculée par ses propres actionnaires londoniens qui exigent des comptes, se retrouve dos au mur. Véronique Laurie, l'architecte du désastreux plan de standardisation, est finalement poussée vers la sortie, laissant derrière elle un champ de ruines. Mais le départ d'une directrice ne répare pas instantanément une confiance brisée. Le mal est fait. L'identité de Castorama a été diluée, son fichier client a été décimé, et le moral de ses troupes est à terre. Pour la nouvelle équipe dirigeante qui tente de reprendre la barre en pleine tempête, le constat est glacial. Il n'est plus question de conquérir l'Europe ou de dominer le marché français. Il est désormais question de survie pure et simple. Et dans la logique impitoyable de la grande distribution, lorsqu'un géant s'effondre sous son propre poids, la première mesure d'urgence est toujours la plus douloureuse. L'amputation. Il y a des défaites qui se murmurent dans les couloirs et d'autres qui résonnent comme un coup de tonnerre. Au tournant des années 2020, les bilans financiers tombent, implacables, dépouillés de toute complaisance. Castorama, l'inventeur même du bricolage en France, le roi incontesté pendant près d'un demi-siècle, perd officiellement sa couronne.
Le roi Merlin ne se contente pas de le dépasser. Il l'écrase, s'accaparant plus de la moitié des parts de marché. Le géant d'Anglos n'est plus que l'ombre de lui-même, relégué à une douloureuse deuxième place, avec des ventes en chute libre et une rentabilité exsangue. Pour le groupe Kingfisher, l'heure n'est plus aux grandes illusions stratégiques ni aux plans de conquête européenne. Face à la colère grondeuse des actionnaires londoniens qui exigent des résultats immédiats, la logique financière reprend ses droits les plus brutaux. Il faut couper les branches mortes, rationaliser, optimiser le parc immobilier. Dans le jargon impitoyable de la City, cela ne signifie qu'une seule chose, des fermetures massives. En 2019, l'annonce tombe comme un couperet sur les équipes françaises. Kingfisher dévoile un vaste plan de restructuration, incluant la fermeture définitive de 11 magasins Castorama, ainsi que plusieurs bricots-dépôts à travers l'Hexagone. Ce ne sont pas de simples ajustements marginaux, ce sont des bastions historiques qui s'apprêtent à tomber. Pour les milliers de salariés concernés, l'onde de choc est dévastatrice. La promesse de l'empire imbattable s'est transformée en un tragique plan de sauvegarde de l'emploi. La lente agonie d'un magasin Castorama condamné est un spectacle d'une tristesse saisissante. Sur les façades des immenses hangars bleus et jaunes, de gigantesques banderoles jaunes fluo font leur apparition. Liquidation totale avant fermeture. Ces mots, placardés sur des bâtiments qui furent autrefois le cœur battant des zones commerciales, résonnent comme une épitaphe. À l'intérieur, les dernières semaines tiennent du cauchemar éveillé. Les allées, jadis si ordonnées, pédagogiques et pleines de vie, se transforment en zones de pillage. Les clients, attirés par les rabais désespérés de 30, 50, puis 70%, s'arrachent les derniers stocks de carrelage, les pots de peinture écaillés et les outils dépareillés. Les rayonnages métalliques, progressivement vidés de leur substance, se dressent comme de grands squelettes d'acier sous la lumière blafarde des néons. Le silence glaçant des rayons vides remplace la mélodie de l'activité commerciale. Mais le véritable drame se lit sur les visages des employés. Ces hommes et ces femmes, qui pour beaucoup ont consacré 15, 20, voire 30 ans de leur vie à l'enseigne, sont contraints de démanteler de leurs propres mains leur outil de travail. Ils portent toujours leur célèbre gilet avec le nom de l'entreprise brodé sur le cœur, mais la fierté a laissé place à une amertume insondable et à un sentiment de trahison. Ils doivent encaisser les tout derniers clients, vider les réserves et mettre en carton les ultimes vestiges d'une culture d'entreprise broyée par des décisions prises à des centaines de kilomètres de là, par des dirigeants qui n'ont jamais posé un pied dans leur rayon. Le jour de la fermeture définitive, l'atmosphère est lourde, presque funèbre. Lorsque les portes vitrées se verrouillent pour la dernière fois et que les grilleries métalliques se baissent dans un grincement définitif, c'est bien plus qu'un simple commerce qui disparaît. Pour de nombreuses villes moyennes et banlieues françaises, c'est un pan entier du patrimoine local qui s'efface. Le Castorama du coin n'était pas seulement un point de vente, c'était un repère géographique incontournable, un lieu de vie où plusieurs générations avaient acheté de quoi bâtir, réparer et embellir leur foyer. Quelques semaines plus tard vient l'étape la plus symbolique, l'humiliation finale. Des nacelles élévatrices s'approchent des façades muettes pour décrocher les immenses lettres de l'enseigne. Une à une, elles sont descendues et souvent jetées dans des bennes à gravats. Le nom de Castorama disparaît du paysage urbain, ne laissant derrière lui que de grandes cicatrices décolorées sur les bardages métalliques. Sur d'immenses parkings désormais totalement déserts, où les familles se pressaient joyeusement les samedis matins, seules les mauvaises herbes commencent à percer à travers les fissures du bitume. Le roi a abdiqué. Il laisse derrière lui un empire fragmenté, des milliers de travailleurs sur le carreau, et un silence assourdissant, là où résonnait autrefois la promesse rassurante qu'ici, il y a tout ce qu'il faut. Dans le sillage des fermetures massives et des grèves de 2019, un silence lourd et pesant s'installe sur ce qu'il reste de l'empire Castorama. Le paysage de la grande distribution française du bricolage a été redessiné de manière irréversible. L'enseigne bleue et jaune, autrefois souveraine et omniprésente, n'est plus qu'un archipel de magasins meurtris, tentant désespérément de panser ses plaies.
À Londres, le conseil d'administration de Kingfisher est enfin contraint de regarder la réalité en face. Les tableaux Excel et les projections financières utopiques ne peuvent plus masquer le désastre industriel. L'arrogance d'une standardisation forcée a coûté des milliards d'euros en valorisation et a presque détruit l'une des marques les plus emblématiques de France. La panique cède la place à l'urgence absolue. Il faut sauver ce qui peut encore l'être. Fin 2019, un nouveau commandant de bord est appelé à la rescousse. Thierry Garnier, un dirigeant français rompu aux complexités de la distribution internationale, prend la tête du groupe Kingfisher. Son diagnostic est immédiat, clinique et sans appel. Dès ses premières interventions, il prononce les mots que des milliers d'employés de Castorama attendaient d'entendre depuis des années. Le plan One était une erreur colossale. La centralisation aveugle a tué l'agilité de l'enseigne. C'est le début d'une opération de sauvetage d'une complexité inouïe. Garnier lance une stratégie de décentralisation massive. Le mot d'ordre est clair, il faut refranciser Castorama. Dans l'urgence, la direction tente de détricoter la toile étouffante tissée par ses prédécesseurs. On redonne enfin du pouvoir aux directeurs de magasins, leur permettant d'adapter une partie de leur assortiment aux réalités de leur région. On déchire les contrats exclusifs mondiaux pour faire revenir en hâte les fournisseurs français, les marques locales et surtout les produits conformes aux normes de plomberie et d'électricité de l'Hexagone. Dans les magasins qui ont survécu à la purge, on tente de raviver la flamme. De nouvelles campagnes publicitaires, aux couleurs chaudes et au ton familier, font leur apparition pour tenter de renouer le lien émotionnel brisé avec les ménages français. On réinvestit dans la formation du personnel, on tente de redonner le sourire aux conseillers en gilet en leur promettant que désormais, ils auront leur mot à dire. C'est une tentative sincère et désespérée de réanimer l'âme de Christian Dubois. Mais dans le commerce, la destruction est une action fulgurante, tandis que la reconstruction est un processus d'une lenteur angoissante. Le problème majeur de Castorama n'est plus seulement interne. Pendant que l'enseigne passait des années à lutter contre ses propres démons logistiques, le monde extérieur a continué de tourner. Et Leroy Merlin n'a pas fait que prendre la première place. Le géant vert s'est métamorphosé en un monolithe invincible. Leroy Merlin a investi massivement dans le commerce en ligne, dans des applications mobiles ultra performantes, dans des tutoriels vidéo par milliers et dans des réseaux d'artisans partenaires. L'ennemi a pris une avance technologique et culturelle qui semble désormais impossible à combler. La dissonance est cruelle dans les zones commerciales. D'un côté de la route, on trouve un Leroy Merlin bourdonnant d'activité, avec des parkings saturés chaque samedi, des clients fidélisés par des programmes sur mesure et une atmosphère de perpétuelle innovation. De l'autre côté, un Castorama qui, bien que modernisé et purgé des produits inadaptés du plan One, peine à retrouver sa fréquentation d'antan. Le client français a la rancune tenace. Celui qui a dû abandonner son chantier un dimanche après-midi à cause d'un raccord de tuyauterie britannique défectueux a psychologiquement tourné la page. Modifier les habitudes d'un consommateur qui a trouvé mieux ailleurs nécessite bien plus que des excuses ou de nouvelles étiquettes de prix. L'enseigne souffre désormais d'un déficit d'image profond. Elle n'est plus perçue comme le leader naturel, mais comme une alternative par défaut. Aujourd'hui, l'Empire n'est pas mort, mais il est irrémédiablement fragmenté. Castorama survit, dégageant à nouveau une rentabilité modeste grâce aux efforts titanesques de la nouvelle direction pour stabiliser le navire. Mais l'ambiance n'est plus à la conquête triomphante. L'entreprise est passée d'un statut de pionnier visionnaire à celui de survivant traumatisé. Dans les couloirs du siège ou dans les salles de pause des magasins, les anciens employés qui ont connu l'âge d'or des années 1980 et 1990 regardent leur entreprise avec une nostalgie douloureuse. Ils savent que les jours de gloire absolue, l'époque où toute la France fredonnait « Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut », sont définitivement révolus. Le géant d'Anglos a été sauvé des eaux in extremis, mais il restera à jamais marqué par les cicatrices de sa propre dépossession. L'histoire de Castorama n'est pas seulement le récit tragique d'un pionnier qui a fini par ployer l'échine face à un concurrent plus habile. C'est avant tout une parabole moderne, brutale et fascinante sur les limites vertigineuses du capitalisme de tableau de bord. C'est la chronique d'un empire qui a été patiemment bâti sur l'humain
pour être finalement déchiqueté par la froideur des feuilles de calcul. Lorsque Christian Dubois a ouvert les portes du premier Central Castor en 1969, au milieu des champs d'Anglo, il n'avait pas seulement inventé un nouveau format de grande surface, il avait saisi une vérité psychologique fondamentale que ses lointains successeurs allaient tragiquement oublier. La maison est le refuge ultime, un espace profondément intime. Réparer une fuite, peindre une chambre d'enfant, construire une terrasse d'été, ce ne sont pas de simples transactions commerciales. Ce sont des actes chargés d'émotion, de fierté et d'espoir. C'est s'approprier son espace de vie. Dubois l'avait parfaitement compris. C'est pour cette raison qu'il avait façonné un écosystème chaleureux, ancré dans son territoire, où chaque client, aussi novice soit-il, se sentait compris et accompagné. L'erreur fatale du groupe Kingfisher, et à travers lui le péché originel de tant de multinationales contemporaines, a été de réduire le commerce de détail à une pure équation logistique. Dans leur quête aveugle et effrénée d'économie d'échelle pour satisfaire les exigences trimestrielles de la City, les dirigeants londoniens ont oublié un principe d'une simplicité biblique. On ne vend pas une cuisine dans les faubourgs de Marseille comme on vend un abri de jardin à Manchester ou des tuiles à Varsovie. L'habitat est, par essence, une affaire de géographie, de climat, de culture et de normes locales. L'uniformisation forcée incarnée par le catastrophique plan One n'a pas été une simple erreur de gestion. Ce fut une véritable lobotomie culturelle. En voulant économiser quelques centimes sur chaque vis, chaque interrupteur et chaque raccord de tuyauterie grâce à des centrales d'achat pan-européennes désincarnées, le groupe a payé le prix le plus fort qui soit. Il a sacrifié l'âme de son entreprise et, avec elle, la loyauté inébranlable d'une clientèle qui lui faisait aveuglément confiance depuis des générations. Les financiers ont cru rationaliser une chaîne d'approvisionnement mondiale. En réalité, ils ont méticuleusement détruit un pacte de confiance sociale. Leroy Merlin, le grand vainqueur de cette guerre fratricide, n'a pas gagné parce qu'il vendait des perceuses fondamentalement meilleures. Il a gagné parce qu'il a compris qu'à l'ère du commerce globalisé, la valeur ajoutée réside dans la proximité, le service sur mesure et le respect absolu de la spécificité locale. Pendant que Castorama imposait des standards étrangers, son rival invitait les artisans du quartier dans ses allées. Aujourd'hui, alors que les chariots continuent péniblement de rouler dans les magasins Castorama restants, l'enseigne porte les stigmates indélébiles de cette guerre d'usure. Elle survit, certes, mais elle est devenue le rappel vivant et douloureux qu'une marque, aussi historique et puissante soit-elle, ne vous appartient jamais vraiment. Elle appartient à ceux qui la fréquentent. Dès l'instant où l'on cesse d'écouter les murmures des allées pour ne prêter l'oreille qu'aux hurlements des marchés financiers, le glas commence à sonner. L'héritage de Castorama est profondément paradoxal. D'un côté, il restera à tout jamais dans la mémoire collective comme le grand démocrate du marteau et du clou, l'enseigne qui a donné aux Français la fierté du travail manuel. Mais de l'autre, son histoire s'impose comme une mise en garde cinglante pour l'ensemble du monde du commerce. L'identité d'une marque n'est pas une variable d'ajustement. On peut rationaliser des entrepôts, on peut centraliser des logiciels informatiques à l'autre bout du monde, mais on ne standardisera jamais la culture d'un pays, ni l'âme de ceux qui y bâtissent leur foyer. La chute de l'empire Castorama nous rappelle une vérité brutale sur le monde du commerce. Un héritage, aussi glorieux soit-il, ne vous protège pas contre l'arrogance. L'histoire de cette enseigne n'est pas simplement celle d'un bilan comptable dans le rouge ou d'une fusion mal gérée. C'est le reflet profond de l'évolution de la société de consommation. Pendant des décennies, Castorama a incarné le rêve pavillonnaire français, la promesse qu'avec un peu de sueur et de bons outils, chaque famille pouvait bâtir, embellir et réparer son propre sanctuaire. C'était un lieu de transmission entre les générations, un carrefour vibrant de la vie locale. Mais lorsque la logique financière a remplacé la passion des commerçants du Nord, la direction a cru qu'elle ne vendait que de simples vis, des tuyaux et des planches standardisées. Ils n'ont pas compris qu'ils vendaient, en réalité, de l'autonomie, de la fierté et de l'identité régionale. Une entreprise survit grâce à sa capacité d'adaptation, mais elle meurt à l'instant précis où elle commence à ignorer la culture de ceux qui la font vivre. Quand les immenses enseignes bleues et jaunes ont été décrochées et jetées au gravat dans tant de zones commerciales à travers la France, ce n'est pas seulement un magasin de bricolage qui a disparu. C'est une certaine idée de la proximité et de la confiance qui s'est évaporée.
Le commerce n'est jamais qu'une simple transaction financière. C'est de l'émotion, des habitudes et au fond, un lien social indéfectible. Castorama l'avait inventé, la standardisation internationale l'a détruit. Et le client, inéluctablement, s'en est allé chercher cet âme ailleurs. Et vous, quel souvenir gardez-vous de l'âge d'or de Castorama? Avez-vous passé vos samedis matins dans ces immenses rayons en famille? Partagez vos histoires et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage dans l'histoire de la distribution vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les empires oubliés de notre quotidien.